Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Aujourd'hui, nous sommes mardi 25 octobre 2022 et je prolonge mes lectures digressives de cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne, qu'il a écrit en 1946, donc voilà, dans cette période-là, et où il s'interroge sur la scission qu'il peut y avoir entre le monde moderne, le monde occidental, et le monde qui a gardé ses traditions, l'Orient. Voilà, alors la dichotomie entre Orient et Occident. Alors donc il faut resituer cette réflexion dans les années 20, 30, 40. C'est à peu près la période où René Guénon a réfléchi un petit peu à cette dichotomie entre Orient et Occident. Et donc, voir comment se souvenir de la façon dont les relations étaient existaient en fait entre, voilà, entre le monde, par exemple l'Inde et le monde anglais, euh, le, le monde arabo-musulman et la France, voilà, les relations étaient des relations coloniales, en fait, qui n'étaient pas égalitaires. Et donc, voilà, il y avait l'Occident développé certaines qualités et l'Orient préservait certaines qualités. Donc, dans, alors c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, etc. Je vous renvoie à la lecture du site et je mets en général sur chaque vidéo le lien vers ce site-là. Alors, donc là, je vais reprendre ma lecture et voilà, je digresse à partir de cette lecture-là quand, quand ça stimule des idées et des points de vue. Alors, donc, on voyait dans la vidéo précédente, il y avait un petit peu la question du fait que d'un côté, il y avait la contemplation, de l'autre, l'action, en fait. Hein. Pour schématiser, il y avait le monde contemplatif, le monde spirituel, le monde qui s'intéressait à la spiritualité, l'Orient, et le monde de l'action qui privilégiait tout sur l'action et qui mettait à distance la contemplation le, et toutes les valeurs qui sont reliées au spirituel, en somme. Voilà, pour privilégier la laïcité, la liberté, etc., les valeurs que le monde occidental développait à cette époque-là et continue à développer. Et donc, pour lui, là, dans le chapitre précédent, il démontrait que c'était un petit peu euh, la contemplation et l'action, c'était un petit peu les deux complémentaires dans l'humanité. Seulement, il pointait du doigt, chose que je confirme et que j'avais aussi entrevue, en somme, que le monde, entre l'action et la contemplation, ce qui, à mon sens, est final, et la finalité de l'humanité, ça n'est pas l'action. L'action, elle sert à construire un monde où la contemplation, où l'amour du prochain, où le bonheur, où l'extase, voilà, où le souverain bien, la joie, voilà, tout ce que la philosophie a pensé depuis très longtemps, pourra s'épanouir. Donc l'action est là pour construire ce monde-là. Mais ça n'est pas, l'humanité n'évolue pas pour monter au pinacle l'action, pour faire de l'action le summum de, de, sa, de sa pensée.
L'action, c'est un, c'est un moteur. Donc, le monde occidental travaille pour le spirituel, en somme, sans le savoir réellement. Bon, voilà. Donc, je vais continuer ma lecture et voilà. La question qui importe à cet égard, du reste, n'est pas celle d'une prédominance de fait, qui est somme toute affaire de tempérament ou de race. Bon, il faut replacer l'idée de race à cette époque-là. Tempérament ou de race, mais celle de ce qu'on pourrait appeler une prédominance de droit. Et les deux choses ne sont liées que jusqu'à un certain point. Sans doute, la reconnaissance de la supériorité de l'une des deux tendances incitera à la développer le plus possible. Donc, la tendance à l'action ou la tendance à la contemplation. De préférence à l'autre. Mais dans l'application, il n'en est pas moins vrai que la place que tiendront la contemplation et l'action dans l'ensemble de la vie d'un homme ou d'un peuple résultera toujours en grande partie de la nature propre de celui-ci, car il faut en cela tenir compte des possibilités particulières de chacun. Alors, oui, on pourrait dire qu'il y a des caractères, on pourrait dire que l'Occident est plus versé vers l'action que vers la contemplation par atavisme ou par génétique, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que depuis le 15e siècle, depuis la découverte de l'Amérique, l'Occident est, est en suractivité, en suraction. Il est parti dans ce sens-là. Mais si, voilà, il suffit de voir avec quand, quand le progrès, quand la mondialisation est stoppée net par un virus, par exemple, que les êtres humains doivent rentrer chez eux, rester chez eux, confinés pendant un mois ou plus, eh bien, ce qui va venir au fond, eh ben, c'est là. Si on doit s'interroger, d'ailleurs, tout être humain, même s'il est enclavé dans la suractivité, dans l'action, c'est un peu ce qu'a engendré le néolibéralisme. Il a mis le turbo, en fait, et il a empêché l'Occident de penser, de réfléchir à ce qui se passait. Et d'ailleurs, il a un peu répandu dans le monde entier, dès qu'il a employé le monde entier à ses besoins. Hein. Il a fait des pseudo-esclavages un peu partout dans le monde pauvre pour diffuser tous les objets qu'il a fait fabriquer un peu partout. Mais le fond est spirituel. Si l'homme n'est pas poussé dans cette suractivité, eh ben, s'il a le temps de se poser des questions, et puis dès que s'il y a un accident, s'il y a une maladie, un drame, quelque chose, même dans la famille ou envers soi, ben, le fondement de pourquoi nous sommes là apparaît tout de suite. Et c'est pas, on ne peut pas se satisfaire de l'idée, ben, j'étais là pour travailler et vivement que je m'en sorte pour recommencer à travailler, gagner de l'argent, construire, faire, etc., etc. On voit bien que dès que le monde est arrêté, et là avec le Covid, on l'a vu, les gens n'ont plus envie d'aller. Il y a eu une prise de conscience de, la, de, de cette folie qu'a engendré le néolibéralisme, de cette suractivité qui est anti-existence en réalité. Alors, des gens ont contesté ça, ont critiqué, mais comme ce néolibéralisme tenait les médias, il n'a pas laissé passer cet esprit critique. Il y avait bien beaucoup d'auteurs, d'écrivains qui disaient attention, il y a un problème, etc., etc. Mais on n'a pas pu les écouter et donc on a avancé dans cette chose. Bon, je continue ma lecture. Il est manifeste que l'aptitude à la contemplation
est plus répandu et plus généralement développé chez les orientaux. Bon, il se trouve que l'art de vivre, euh, le, il suffit de voir déjà comment sont organisées les villes, les maisons, avec le riad ou des choses comme ça. Il y a un art de vivre qui, est, qui était extrêmement euh, soutenu, puissant en Orient, dans l'Orient. Et bien sûr, évidemment, c'est pas pour toutes les classes de la société, etc. Mais il y avait un petit peu cet art de vivre et cette fatalité, ce calme, cette, voilà, cette façon d'aborder l'existence vraiment d'une autre manière, avec une vision vraiment différente. Et d'ailleurs, les orientalistes, c'est ce qu'ils allaient chercher en Orient, c'est voilà cette façon, cet art de vivre, cet art de profiter de la vie qui était importante à ce niveau-là. Euh, et donc oui, la contemplation, parce que le spirituel était bien et bien présent dans la société. Quand on se promène dans les pays musulmans, on sent la présence du spirituel permanent dans la vie. Il est là, il est présent, etc. Mais on peut le retrouver en Israël, on peut le retrouver en Inde, on peut le retrouver, voilà, toutes les sociétés qui ne se sont pas déconnectées de leur racine spirituelle ont cette présence-là forte. Il n'est probablement d'aucun pays où elle le soit autant que dans l'Inde, cette aptitude à la contemplation. Et c'est pourquoi celle-ci peut être considérée comme représentant par excellence ce que nous avons appelé l'esprit oriental. Mais on va le retrouver dans le monde bouddhiste, on va le retrouver. Alors oui, l'Occident a diffusé sa façon de vivre, au Japon ou ailleurs, où le rythme était à un autre niveau. On a accéléré le rythme, on a accéléré le rythme en Inde, accéléré le rythme en Afrique, etc. Parce qu'on a envoyé nos propres valeurs, s'enrichir vite, voilà, montrer tous les dehors de la richesse, sombrer dans le narcissisme, etc., etc. Voilà. Et donc, on a diffusé ça à l'échelle planétaire. Et on continue à penser que la bonne chose, quoi. Ça n'est pas la bonne chose. On devrait respecter les autres civilisations et prendre d'eux ce qu'on doit prendre et donner ce qu'on doit donner, que le partage soit équitable entre les deux sociétés. Mais nous aurions intérêt à lever le pied, à aller plus sur un autre rythme, à ramener du spirituel dans l'existence, de l'être plutôt que de l'avoir, etc. Je pense qu'on est en bonne voie là-dedans, mais ça prend du temps. Par contre, il est incontestable que d'une façon générale, l'aptitude à l'action, ou la tendance qui résulte de cette aptitude, est celle qui prédomine chez les peuples occidentaux, en ce qui concerne la grande majorité des individus. Et que même si cette tendance n'était pas exagérée et déviée comme elle l'est présentement, elle subsisterait néanmoins, de sorte que la contemplation ne pourrait jamais être là que l'affaire d'une élite beaucoup plus restreinte. C'est pourquoi on dit volontiers dans l'Inde que si l'Occident revenait à un état normal et possédait une organisation sociale régulière, on y trouverait sans doute beaucoup de Kshatriyas, mais peu de brahmanes. Alors il y a un petit ton. La contemplation et l'action, en effet, sont respectivement les fonctions propres de deux premières castes, celle des brahmanes et celle des Kshatriyas. Alors les Kshatriyas, ça doit être les guerriers. Aussi leurs rapports sont-ils en même temps ceux de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel.
Mais nous ne nous proposons pas d'envisager spécialement ici ce côté de la question qui mériterait d'être traité à part. Voilà ce que disait ce petit homme. Cela suffirait cependant si l'élite intellectuelle était constituée effectivement, et si sa suprématie était reconnue, pour que tout rentre dans l'ordre, car la puissance spirituelle n'est nullement basée sur le nombre, dont la loi est celle de la matière. Et d'ailleurs, qu'on le remarque bien, dans l'Antiquité et surtout au Moyen Âge, la disposition naturelle à l'action, existant chez les Occidentaux, ne les empêchait pourtant pas de reconnaître la supériorité de la contemplation. Bien sûr, c'est tout nouveau que nous nous sommes vraiment séparés du spirituel, que l'Occident a plongé dans l'action, dans l'activité, voilà, en écartant le spirituel, en faisant une sorte de truc bizarre. D'ailleurs, voilà, quand on regarde la télévision, il n'y a plus d'émissions qui parlent réellement du spirituel, qui vraiment dans la profondeur théologique, dans la profondeur mystique de cette chose-là. Et on écoute les animateurs quand un de leurs confrères meurt, qui dit voilà, il nous écoute de là-haut, on sait que tu vas aller rejoindre tel chanteur, il est allé se faire le bœuf avec tel autre, enfin, voilà, c'est complètement, c'est incroyable quand on y réfléchit, quand on regarde ça, il y a une sorte de puérilité qui nous est tombée dessus en nous déconnectant du spirituel, du mystique, on est rentré dans un monde, on a fabriqué un monde complètement qui veut même pas se poser de questions, qui traverse là et qui dit oula, qu'est-ce qui se passe alors? Et puis quand il est confronté au truc, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Voilà. Bon, mais si c'est voilà, tout est parfait dans le meilleur des mondes, hein. Ça devait être comme ça, le monde se déroule comme ça parce qu'il devait se dérouler comme ça. Alors, pourtant, pas de reconnaître la supériorité de la contemplation pour l'Occident, c'est-à-dire de l'intelligence pure. Pourquoi en est-il autrement à l'époque moderne? Déjà à son époque, c'était comme ça. Est-ce parce que les Occidentaux, en développant outre mesure leur faculté d'action, en sont arrivés à perdre leur intellectualité? Alors, l'intellectualité, c'est le mystique à mon sens pour lui, parce qu'on est intellectualisé. Le monde, l'Occident, c'est intellectualisé. Mais je ne pense pas que ça soit la façon dont il pense ce terme. Perdre leur intellectualité, qu'ils ont, pour s'en consoler, inventé des théories qui mettent l'action au-dessus de tout et vont même, comme le pragmatisme, jusqu'à nier qu'il existe quoi que ce soit de valable en dehors d'elle, ou bien, est-ce au contraire, cette façon de voir qui, ayant prévalu tout d'abord, a amené l'atrophie intellectuelle que nous constatons aujourd'hui. Ah, si, il y a quand même l'atrophie intellectuelle. Dans les deux hypothèses, et aussi dans le cas aussi probable où la vérité se trouverait dans une combinaison de l'une et de l'autre, les résultats sont exactement les mêmes. Au point où les choses en sont arrivées, il est grand temps de réagir. Et c'est ici, redisons-le une fois de plus, que l'Orient peut venir au secours de l'Occident. Alors, voilà, il pensait que c'était le moment, dans les années 40, voilà, que c'était maintenant qu'il fallait réinterroger les civilisations traditionnelles et puis se poser des questions sur ce que nous étions devenus, sur ce que l'Occident était devenu. Et surtout à la sortie de cette guerre 39-45 qui avait utilisé toute la technologie, tout ce que nos actions avaient créé à des fins complètement meurtrières, quoi. C'est hallucinant. Et on n'a pas réfléchi, on est reparti dans l'action directement.
Et on est toujours dans ce problème-là encore. Voilà. Donc, ça n'a pas vraiment évolué. Au contraire, on ne veut même plus entendre parler de ce que ces civilisations traditionnelles ont à dire. On les tient à distance en disant soit vous êtes primitif et vous ne comprenez rien à l'évolution de l'humanité, c'est nous l'Occident qui avons la clé exacte de la bonne évolution, c'est l'action, il n'y a que ça qui est important, le reste ça n'existe pas. Et voilà, ou alors on en fait l'ennemi. C'est notre nouvel ennemi, c'est celui qui prône le spirituel de façon excessive. Voilà. De façon politique, on va dire. Donc que l'Orient peut venir au secours de l'Occident, si toutefois celle-ci le veut bien, non pour lui imposer des conceptions qui lui sont étrangères, comme certains semblent le craindre, mais bien pour l'aider à retrouver sa propre tradition dont il a perdu le sens. Eh bien, c'est quand même vraiment puissant ce travail de réflexion. On pourrait dire que l'antithèse de l'Orient et de l'Occident, dans l'état présent des choses, consiste en ce que l'Orient maintient la supériorité de la contemplation sur l'action, tandis que l'Occident moderne affirme au contraire la supériorité de l'action sur la contemplation. Ici, il ne s'agit plus, comme lorsqu'on parlait simplement d'opposition ou de complémentarisme, donc d'un rapport de coordination entre les deux termes en présence, il ne s'agit plus, disons-nous, de points de vue dont chacun peut avoir sa raison d'être et être accepté tout au moins comme l'expression d'une certaine vérité relative, un rapport de subordination étant irréversible par sa nature même, les deux conceptions sont réellement contradictoires, donc exclusives l'une de l'autre. De sorte que forcément, dès que l'on admet qu'il y a effectivement subordination, alors c'est la domination de l'action du monde occidental sur le monde oriental, en somme, ce qu'il veut dire. L'une est vraie et l'autre est fausse. Avant d'aller au fond même de la question, remarquons encore ceci. Alors que l'esprit qui s'est maintenu en Orient est vraiment de tout temps, ainsi que nous le disions plus haut, l'autre esprit n'est apparu qu'à une époque fort récente, l'Occident. Ce qui, en dehors de toute considération, peut déjà donner à penser qu'il est quelque chose d'anormal. Cette impression est confirmée par l'exagération même où tombe en suivant la tendance qui lui est propre. L'esprit occidental moderne, qui non content de proclamer en toute occasion la supériorité de l'action, en est arrivé à en faire sa préoccupation exclusive et à digner toute valeur à la contemplation, dont il ignore ou méconnaît d'ailleurs entièrement la véritable nature. Et oui, on peut parler de ça comme d'une aberration, comme d'une anormalité, même si l'humanité ne pouvait pas passer par autrement que par cette étape-là, que même si l'Occident ne pouvait pas ne pas choisir l'action et rentrer dans le système de l'action pour apporter à l'humanité ce qu'il a apporté depuis 600 ans, bon et mal, bien et mauvais, on ne pouvait pas faire autrement. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça n'est pas anormal dans le sens, mais on peut le voir comme une anormalité, parce qu'en définitive, c'est anormal parce que déjà ça engendre des maladies de l'autre monde. En Occident, cette suractivité, cette sombrer vers euh, vers le mythe de Sisyphe, vers le fait d'être cette aberration quoi, qui nous empêche de comprendre même ce que nous faisons sur cette planète. Quoi. La suractivité fait qu'on se réveille à 60 ans ou à 70 ans
Et encore, quand on ne nous balance pas du Viagra et des, et des trucs pour qu'on n'ait même plus le loisir de passer par la case sagesse. Voilà, on doit travailler, agir, jouir, etc., jusqu'à notre dernier souffle et puis s'en aller. Et en fait, c'est ce que l'Occident, donc c'est une aberration. Faut le voir comme une aberration. On ne respecte même plus le rythme classique de la vie. Le rythme de la vie, d'abord, cette suractivité, elle va pas au rythme de l'existence, au rythme de la nature. Et d'ailleurs, on a massacré la nature en changeant de rythme, en allant à un autre rythme. Donc tout nous montre que c'est anormal finalement. Au contraire, les doctrines orientales, tout en affirmant aussi nettement que possible la supériorité et même la transcendance de la contemplation par rapport à l'action, n'en accordent pas moins à celle-ci sa place légitime et reconnaissent volontiers toute son importance dans l'ordre des contingences humaines. Donc l'Orient est bien plus sage que l'Occident, moins velléitaire, moins agressif, moins violent. Et à la limite, il regarde le monde occidental en disant, bon, c'est un ado, il a besoin de suractivité, il est un peu con, il est un peu bêta, et voilà, et ça lui passera, quoi. Il va rentrer dans l'âge de raison. Les doctrines orientales et aussi les anciennes doctrines occidentales, parce que c'est vrai que on était sur ce rythme-là, sont unanimes à affirmer que la contemplation est supérieure à l'action, comme l'immuable est supérieur au changement. Je pense avoir bien démontré dans les vidéos précédentes cet état de choses, que la contemplation est supérieure à l'action pour l'histoire de l'humanité. L'action n'étant qu'une modification transitoire et momentanée de l'être, voilà. Je découvre en même temps, je n'avais pas lu ce texte-là, je les découvre au moment où je les lis. Et bien c'est exactement ça, c'est une modification transitoire et momentanée de l'être. C'est-à-dire que l'action, c'est un moment dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Voilà. On a besoin de cette action, de cette suractivité pour finir de construire cette humanité rapidement, mais quand elle sera finie de construire, on n'aura plus besoin d'action. Voilà, on aura l'entretien peut-être du monde, c'est tout, mais on n'aura plus besoin de construire parce que tout sera construit, tout aura été construit pour le meilleur de l'être humain. Ne saurait avoir en elle-même son principe et sa raison suffisante si elle ne rattache à un principe qui est au-delà de son domaine contingent, elle n'est qu'une pure illusion. Et ce principe dont elle tire toute la réalité, dont elle est susceptible, et son existence et sa possibilité même, ne peut se trouver que dans la contemplation, ou, si l'on préfère, dans la connaissance, car au fond, ces deux termes sont synonymes, ou tout au moins coïncident. La connaissance elle-même est l'opération par laquelle on l'atteint, ne pouvant en aucune façon être séparée. Et la connaissance et la contemplation, c'est pas pour rien que quand on parle d'apocalypse, l'humanité va vers l'apocalypse, c'est le point de vue des religions monothéistes. Donc l'humanité va vers l'apocalypse. L'apocalypse, c'est la révélation. La révélation, c'est la connaissance du pourquoi nous sommes présents sur cette terre. Qu'est-ce que c'est que ce que nous appelons le divin? Qu'est-ce qu'il y a avant la création? Pourquoi cet univers a été créé? Toutes ces questions métaphysiques majeures dont on aura un jour la clé. Quand on aura atteint la période d'apocalypse qui veut dire ce terme-là. L'apocalypse, c'est la révélation. Donc on aura ce monde se sera révélé. C'est l'hyper-connaissance, la connaissance absolue des choses.
Parce que on ne parle pas de la connaissance, de savoir comment une montre se fabrique, comment une voiture se construit, la connaissance de technique de telle ou telle chose. On est sur une autre dimension. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute.